Je suis Catherine, directrice générale du programme de genre de l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, et je suis très contente ici avec mon équipe, avec tous nos partenaires. Nous sommes très contents et on vous remercie de votre intérêt et d'avoir joint cette session aujourd'hui. Avant de continuer, diapo suivante s'il vous plaît. On aimerait le faire, on aimerait prendre un moment pour reconnaître le fait que ce webinaire traitera des sujets, des différentes expressions de la violence basée en genre qui pourraient être gênants, bouleversants et déclencheurs pour quelques-uns. Donc, on a l'intention d'avoir un espace en sécurité dans ce webinaire, mais s'il vous plaît, prenez vos précautions. Donc, encore une fois, merci beaucoup tout le monde d'être ici. Avant d'entrer dans notre sujet, on a quelques informations d'ordre administratif. D'abord, soyez conscients que cette séance est enregistrée. Cet enregistrement sera disponible dans 3 langues dans nos sites web. Des microphones seront éteints tout le temps. C'est pour minimiser les distractions, les problèmes de connectivité. Mais on encourage votre participation active, s'il vous plaît, dans la boîte de chat. S'il vous plaît, partagez vos commentaires, vos observations et vos questions. Vous pouvez utiliser donc le contrôle du côté droit sur votre écran. Et on pourra modérer une discussion questions-réponses dans la deuxième moitié de cette séance. Vous aurez les ressources clés dans la section, dans le panel sur votre écran. Et on aura les présentations, vous aurez l'accès au PDF, c'est un accès facile, et vous pourrez les télécharger dans la section des documents. Si vous avez des problèmes techniques ou des problèmes des connexions, s'il vous plaît, vous pouvez joindre l'équipe d'IUCN qui ont le contrôle, Jamie Wen ou les autres collègues qui sont ici pour vous aider. Notre séance aujourd'hui aura des présentations en anglais et en espagnol. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc nous avons l'interprétation simultanée en anglais, espagnol et français. On aimerait remercier les traducteurs qui sont avec nous aujourd'hui. Donc on va écouter le webinaire dans la langue de votre préférence à travers l'application Interactio que vous voyez sur votre écran. On va la montrer dans quelques minutes. Vous pouvez aller chez Apple Store ou Google Store et vous pouvez télécharger donc cette démonstration. Dans cette diapositive, vous verrez les quelques secondes. Lorsque vous allez entrer dans Interactio, vous verrez donc GDB, Centre Web 3. Et une fois que vous aurez téléchargé cela, vous pourrez choisir la langue de votre préférence. On vous recommande d'éteindre l'autre écran ici et d'écouter seulement la traduction afin que vous n'ayez pas deux sources de son. Et donc, vous pourrez voir les présentations sur votre écran. Et encore une fois, si vous avez des problèmes techniques, s'il vous plaît, vous pouvez être en contact avec l'équipe qui pourront vous montrer une petite démonstration rapide ici. Et c'est bon, vous pouvez choisir votre langue et écouter l'interprétation simultanée. Donc la séance d'aujourd'hui s'inscrit dans un webinaire, une série de webinaires qui visent à sensibiliser, à établir des stratégies pour mieux comprendre les liens dont on va parler. Si vous avez suivi les dernières séances, vous savez certainement que nous sommes penchés sur ces liens, sur ces questions, pour les aborder à travers un partenariat. Nous cherchons à apporter des stratégies et des résultats et à tirer profit des programmes pour obtenir des résultats de qualité. Nous cherchons à promouvoir l'apprentissage à travers une vaste palette de praticiens et de partenaires à travers le monde pour collecter des pratiques prometteuses. Donc aujourd'hui, cette séance est très spéciale. En plus des objectifs dont j'ai parlé, nous lançons, nous félicitons les nouveaux lauréats
du défi mondial sur la résilience et les environnements durables pour écouter aujourd'hui différents intervenants. Nous allons aborder la violence dans différents contextes et différentes régions. Avant de donner la parole aux intervenants, nous avons une enquête très rapide à vous soumettre. Nous voudrions vous demander de noter de 1 à 5 votre niveau de connaissance générale sur les liens entre l'environnement et les violences sexospécifiques. Ça va vous prendre quelques secondes. Alors, remplissez donc le questionnaire. On vous montrera ensuite les réponses. Encore quelques secondes. Si vous avez rempli l'enquête, alors assurez-vous que votre dispositif d'interprétation fonctionne, que vous avez la traduction. Je vois qu'environ la moitié ont quelques connaissances en la matière. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Donc 51% ont quelques connaissances et 26% ont des connaissances et savent où trouver des informations pratiques. Notre ordre du jour aujourd'hui sera animé par des intervenants passionnants. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir de donner la parole à Mirinelli Rai qui va ouvrir le débat. On va se concentrer sur les lauréats. On sera rejoint par des représentants de chacun des 4 projets qui vont nous parler des raisons pour lesquelles ils se sont présentés, ce qu'ils cherchent à changer et comment ils s'y prennent. On va voir les différents contextes très variés de ces projets. Je vous parlerai des données que nous avons récoltées dans notre processus de recherche et cela montrera bien l'impact et l'importance du travail des personnes, de ces lauréats et de l'intérêt que représente leur travail pour la réalisation de programmes et d'autres travaux face aux problématiques que l'on aborde aujourd'hui. La première lauréate va répondre aux questions que vous avez posées. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la séance. Au terme de la séance, je vous parlerai d'outils sur ce sujet et nous passerons à des observations finales. Et je tiens à remercier USAID pour cette séance. Si vous venez de nous rejoindre, je vois que c'est le cas pour certains. Je rappelle rapidement que les présentations d'aujourd'hui se dérouleront en espagnol et en anglais et il y a une interprétation simultanée vers l'anglais, le français et l'espagnol grâce aux excellents interprètes d'Interaxio. Alors, téléchargez l'application Interaxio sur votre téléphone dans l'idéal et le code que vous voyez ici à l'écran en bleu, c'est GBV-ENV CenterWeb 3 et cela vous permettra d'écouter l'interprétation dans la langue que vous préférez. Vous avez des instructions également dans la boîte de messagerie. Diapositive suivante. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont encore en train de paramétrer les langues qu'ils vont écouter. Eh bien, pendant ce temps, je vais vous présenter notre première intervenante. C'est le premier jour des 16 jours d'activisme pour le féminisme.
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Mirinali Rai pour le dernier jour de ces 16 jours de militantisme. Mirinali Rai est la présidente des femmes pour la biodiversité et la coordinatrice du caucus des femmes de la CBD, la conférence pour la biodiversité. Elle a pris part au processus de décision internationale. Elle travaille sur le plaidoyer, la recherche, l'intersectionnalité des droits, du genre et de la gouvernance des ressources naturelles. Elle cherche à intégrer les femmes dans les décisions et les actions de la Convention. Rinali, merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Merci Kate. J'espère que tout le monde m'entend. Très bien. Alors, bonjour à tous. Toutes mes excuses, ma caméra ne fonctionne pas, j'ai des problèmes techniques, mais j'espère que j'arriverai quand même à faire passer mon message. Merci Kate pour cette présentation, c'est un plaisir d'être avec vous. 2020 est une année importante pour la nature. Il y a une grande discussion sur la conservation environnementale. Un cadre de la biodiversité va de 2021 à quelques années plus tard et nous visons à mettre en place des actions vastes pour générer une transformation de la société en lien avec la biodiversité. Et pour ce faire, d'ici 2050, on cherche à atteindre une harmonie avec la nature. Ce cadre de biodiversité sera adopté à la 15e réunion de la conférence des parties de la conférence sur la biodiversité en mai 2021 en Chine. 2020 a aussi été une année essentielle. Elle marque la 70e année de la Déclaration des droits de l'homme, l'anniversaire aussi de la plateforme de Beijing et les 10 ans de la Déclaration des Nations Unies sur les populations autochtones. 2020 a aussi été une année marquée par la pandémie qui nous a rappelé que la nature est sensible et qu'il faut l'écouter, il faut agir dès maintenant. Il s'agit d'un rappel, d'une piqûre de rappel pour nous tous. Nous devons changer notre façon d'apprécier et d'interagir avec la nature. Les impacts ont été plus forts chez les femmes et les filles qui craignent pour leur vie. Par exemple, on a vu des femmes consacrer énormément de temps à l'économie des soins tout en perdant d'autre côté leur emploi. La pandémie a entraîné des tensions croissantes et créé de nouveaux cas de violence sexiste tout en impactant les possibilités de soutenir les survivants. Des mécanismes sont en place pour aider les femmes et les filles tout en favorisant la conservation de l'environnement. Le son est entrecoupé, l'interprète s'excuse. Nous devons réfléchir en tant qu'individu, d'assurer un lien entre la nature. Le son est entrecoupé, l'interprète s'excuse. Le son ne fonctionne pas, l'interprète s'excuse. Nous saluons aujourd'hui les nouveaux lauréats. Dans le cadre du programme de Reconstruire en mieux, il faut combler les inégalités
et remédier aux injustices pour s'assurer que les droits de la personne sont respectés et que toutes les expériences sont recueillies pour renforcer les recommandations et assurer la justice environnementale et sociale pour les filles et les femmes et garantir un développement durable. Donc merci encore, merci à vous, à votre équipe, à l'USAID de m'avoir invité. Et une fois de plus, je voudrais remercier, féliciter les lauréats et vous souhaiter tout le meilleur. Merci beaucoup. Merci, ces remarques étaient très intéressantes. Je vous remercie pour le travail remarquable que vous avez fait sur ces questions pour les intégrer dans la prise de décision environnementale à tous les niveaux. Un grand merci. J'espère que vous pouvez rester avec nous. Si vous avez des questions, je sais qu'il est tard chez vous, eh bien j'espère que vous pourrez quand même y répondre. Donc comme je l'ai dit, l'IUCN et USAID ont mené de vastes recherches sur les violences sexistes et l'environnement. Et les lauréats abordent de nombreuses questions interdépendantes dans différents pays et contextes. Nos recherches nous ont montré que les violences sexistes sont régulièrement utilisées pour, exercer un contrôle et maintenir des dynamiques de domination pour tirer des profits ou exercer un contrôle sur les ressources naturelles. La dégradation de l'environnement liées à d'autres dynamiques aggravent ces risques et ces pertes. Or, la dégradation de l'environnement exerce à son tour une pression sur les moyens de subsistance et compromettent donc l'accès aux droits et exacerbe la vulnérabilité. Parfois, la dépendance des femmes aux ressources des hommes se renforçant donc le cycle vicieux de la dépendance de la femme à l'homme. Et cela a des conséquences aussi délétères sur l'environnement. C'est notamment vrai pour les femmes autochtones qui ont énormément de connaissances et possèdent des pratiques en matière de foresterie, de gestion des forêts. Au Guatemala, des initiatives ont été prises pour accroître la gestion des forêts et le bien-être des femmes et des familles. J'accueille donc 2 représentants des lauréats qui vont nous parler de ce qu'elles prévoient de faire au Guatemala. Gemara est directrice de projet. Elle a 10 ans d'expérience en tant que professionnelle travaillant avec des populations autochtones aux États-Unis et en Amérique latine. Chez Trees, Water and People, elle travaille avec des organisations autochtones pour co-développer des programmes autour de leadership autochtone dans différents projets au Guatemala, au Honduras et à El Salvador. Elle a une expérience en matière de mise en œuvre de programmes avec des femmes et des filles autochtones. Gemara, vous avez la parole. Félicitations. Merci beaucoup, bonjour. Je suis Gemara. Je suis ravie d'être avec vous et de vous présenter, de vous parler de la violence environnementale contre les femmes autochtones au Guatemala à travers de l'autonomisation communautaire, agroécologique et des groupes collectifs de guérison. Diapositive suivante. Pourquoi avons-nous postulé au Challenge Rise? Eh bien, pour de nombreuses raisons. Dans notre travail au Guatemala, on a observé que les femmes et les filles ont été, à travers l'histoire, exclues de la prise de décision sur
la terre est exclue ont été exclus des décisions portant sur leur propre vie. Notre association et Utsche ont travaillé de concert depuis 10 ans et nous avons eu l'occasion de passer à un niveau supérieur pour autonomiser, renforcer la protection de la terre avec l'aide de la communauté. Nous avons une équipe solide, très solide, de femmes multiculturelles d'Amérique centrale et ici aux États-Unis qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Donc nous sommes prêtes pour tirer parti des points forts de cette équipe. À présent, je vais donner la parole à Soledad qui va vous parler davantage de ce projet. Bonjour à tous. Quel problème avons-nous vu et pourquoi avons-nous cherché à changer la situation? Eh bien, il y a une violence contre la terre qui est aussi une violence contre les femmes. Si on veut un environnement, si on dégrade l'environnement, eh bien cela a des conséquences pour les femmes à différents niveaux, notamment les femmes autochtones qui ont moins accès au travail, qui ont des difficultés à accéder à l'eau, à la terre et à l'alimentation. La santé des femmes s'est dégradée à cause d'un environnement pollué, à cause des déchets et à cause du manque d'accès à de nombreux services de l'écosystème. La violence sociale, physique, psychologique s'exerce aussi contre les femmes. Depuis notre association Utsche, nous avons essayé de renforcer les capacités des femmes pour les autonomiser et pour leur permettre de lutter contre ces violences. Utsche a reçu en 2020 un prix pour sa défense de l'environnement. Diapositive suivante. Quelle est notre méthode? Nous cherchons d'abord à constituer des espaces de lutte contre la violence grâce au dialogue, à la formation, des ateliers. Il y a une violence environnementale contre les femmes. On va essayer de travailler sur la question de l'autonomisation économique à travers de petites initiatives commerciales, de petites entreprises, pour que les femmes soient à la tête de ces entreprises. Nous allons aussi travailler dur sur la question de la sécurité, de la souveraineté alimentaire, toujours depuis un point de vue respectueux des connaissances ancestrales, des pratiques et du rôle des femmes sur la gestion de la terre. Nous allons aussi renforcer les capacités des femmes, leurs droits et notamment leur rôle dans la défense de nos ressources naturelles. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Merci Soledad. Eh bien, qu'espérons-nous atteindre? Nous allons travailler avec plus de 400 femmes qui proviennent de 23 communautés autochtones, multiculturelles, rurales, dont beaucoup sont déplacées. Après la guerre au Guatemala, elles sont entrées dans un processus de migration vers de nouvelles terres. Donc c'est un contexte
très important et spécifique au Guatemala. On espère donc générer un changement dans la vie de ces femmes, augmenter leur bien-être et augmenter le bien-être des bénéficiaires du programme. On travaille avec différents processus de participation pour permettre aux femmes de exercer leurs droits et de faire part de leurs réflexions en tant que femmes. On espère pouvoir modifier la participation des femmes dans la gestion locale de l'environnement et plus particulièrement sur la question de la gestion des forêts et l'agroécologie. L'essentiel, c'est que les participantes puissent acquérir des capacités pour lutter contre la violence dans le cadre de leur vie, dans leur communauté, mais aussi au niveau national. Diapositive suivante. Donc, merci beaucoup. Merci à l'équipe Raïs qui travaille sur cette question. Nous sommes très heureuses de pouvoir commencer à travailler. Merci Soledad, merci Gemara. C'est merveilleux. Merci pour votre travail et je sais que on va recevoir des questions qui vont s'adresser à vous. Donc, si les participants ont des questions, n'hésitez pas à les noter dans la boîte de messagerie. On voit donc qu'il y a des pratiques prometteuses qui émergent et qui permettront de résoudre ou de traiter des cas de violences sexistes. En Amérique latine, les données montrent que les violences sexistes sont un obstacle à la participation pleine des femmes et à leur leadership dans la conservation des ressources. Quand les femmes ne sont pas prises en compte, les risques peuvent être exacerbés. Les normes sociales changent grâce aux expertises, notamment grâce à des stratégies de mobilisation des hommes. Dans un cas, par exemple, nous avons vu que les femmes subissaient des violences croissantes, mais ont pu renégocier les relations de pouvoir à travers le temps et réduire la dégradation de l'environnement. On s'est rendu compte qu'il s'agissait d'obstacles dans l'activité des femmes en matière forestière. Favoriser une masculinité saine peut également constituer une stratégie efficace. On l'a vu par exemple dans une campagne menée au Vietnam. Conservation internationale et une autre organisation travaillent ensemble au Pérou pour y parvenir également. C'est donc le plaisir de recevoir Cecilia Gutiérrez de Conservation International, qui est la prochaine lauréate du programme. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la conservation et du développement. Elle travaille avec des ONG, le secteur privé et des gouvernements. Elle est coordinatrice de projet et gestionnaire de suivi et évaluation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez la parole. Merci Kate. Bonjour à tous. Je suis Cecilia Gutiérrez et nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de mettre en œuvre ce projet et de travailler avec notre partenaire, une ONG péruvienne qui travaille sur les droits fondamentaux, dont les violences sexistes. C'est une occasion de travailler avec un groupe de femmes exceptionnelles que l'on a vu sur la photo précédente. Nous travaillons ensemble depuis plus de 7 ans. Nous avons travaillé avec elles pour les autonomiser et promouvoir des sources de revenus plus durables, comme une initiative d'écotourisme, des initiatives sur la sécurité alimentaire, mais aussi la production de médecine à base de médicaments à base de plantes médicinales.
Ce projet se déroule dans la communauté Champuyacu qui se trouve au nord de l'Amazonie du Pérou, dans la région de Saint-Martin. Les paysages dans lesquels nous avons travaillé depuis plus de 12 ans, ce sont les paysages Antomayo. Nous avons postulé à ce challenge parce que, comme je l'ai dit, nous travaillons avec ces femmes pour accroître leurs sources de revenus, car elles sont plus vulnérables au risque de violences sexistes. Quand elles ont de faibles sources de revenus, cela exacerbe leur dépendance. Nous avons travaillé avec les communautés de la région parce que les violences sexistes ont été un obstacle considérable pour atteindre des objectifs de conservation. Par exemple, on a dû demander l'approbation de leur mari pour qu'elles puissent participer à des activités de renforcement des capacités. Elles sont également responsables entièrement du ménage, mais aussi du soin des enfants. Et cela ne leur permet pas d'avoir suffisamment de temps pour participer, alors qu'elles ont un rôle fondamental dans les efforts de conservation. Ça a été une grande opportunité pour nous de lutter contre les violences sexistes. Le principal problème environnemental dans la communauté, c'est la déforestation. Elle menace bien sûr la biodiversité, mais aussi les moyens de subsistance des locaux qui dépendent de la forêt, notamment les femmes. Concernant les violences sexistes, les problèmes sont les agressions physiques et sexuelles des femmes, mais aussi des filles. Le manque d'accès aux ressources, notamment les ressources économiques, le manque de perspectives pour les femmes, parce que la plupart d'entre elles ont des enfants très jeunes, et cela réduit leurs perspectives, notamment en matière d'éducation. Elles souffrent aussi au niveau de leur ménage d'agressions physiques, d'abus physiques, émotionnels et psychologiques. Notre méthode se concentre sur 3 aspects. Le premier, c'est la mobilisation des hommes pour les inclure dans un discours de masculinité positive. Nous voulons inclure les hommes qui font partie des communautés où vivent les femmes avec lesquelles on a travaillé. La plupart du temps, lorsqu'il y a des problèmes de violence sexiste, les chefs sont ceux qui règlent ces problèmes. Donc, il faut s'assurer de les inclure dans ces processus. Nous cherchons aussi à créer un système de soutien communautaire pour que les femmes puissent parler des questions de violence sexiste et pour qu'elles aient un espace sûr dans lequel elles puissent s'exprimer. Et finalement, nous voulons que le soutien du gouvernement se rapproche des communautés parce qu'il y a un écart considérable entre ces services de soutien et les communautés. D'abord à cause de la langue, parce que ces femmes ne parlent pas l'espagnol, mais aussi parce qu'il y a un obstacle culturel considérable entre les communautés et le gouvernement. Qu'espérons-nous atteindre au terme du projet? Eh bien, nous espérons que les femmes locales comprendront leurs droits et commencent à identifier les risques de violence. Nous espérons aussi qu'elles prendront soin de leur santé sexuelle et reproductive, mais aussi que nous disposions d'un système de soutien au sein des communautés et que les chefs, les époux de ces femmes changent leur comportement. Et finalement, c'est très important, notre personnel les fédérations autochtones locales et nos partenaires sur le terrain réagiront mieux en cas de violence sexiste.
J'espère que je n'ai pas trop parlé. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci. Merci Cécilia. Vous avez soulevé énormément de points essentiels et notamment, comme l'a dit l'intervenante précédente, des conditions favorables, des stratégies favorables. Je voudrais aussi ajouter que CI a un nouvel outil qui fait 4 pages, je crois, qui a été publié pour les projets de conservation afin d'identifier les violences sexistes. Il sera disponible sur notre site web. À présent, on passe donc au sujet suivant, à l'Inde, au Zimbabwe et à l'Afrique du Sud. Les unités de femmes sont essentielles à la conservation, notamment grâce à leurs méthodes non violentes. Par exemple, les mères noires en Afrique du Sud ont atteint à réduire le braconnage des rhinocéros sans utiliser d'armes. Ces femmes courageuses n'ont aucun cas de corruption dans leurs unités et apportent des avantages, plus d'avantages que les hommes à leur communauté. Ces unités ont aussi modifié la perception et les attitudes communautaires envers le rôle des femmes dans la conservation. Malgré les preuves du rôle joué par les femmes dans la conservation, les femmes sont sous-représentées dans de nombreux domaines, notamment les efforts de conservation, et il s'agit donc de renforcer leur participation dans la gouvernance de l'environnement. Par exemple, nous avons relevé des cas d'abus de femmes par leurs partenaires ou victimes de violences psychologiques. Et cela entrave l'implication des femmes dans ces efforts. Il faut donc sensibiliser, renforcer les capacités du personnel sur les violences sexistes pour renforcer la participation des femmes dans la prise de décision et modifier les normes de genre pour améliorer la situation. Nous recevons une membre de l'association du Kenya. Elle a 11 ans d'expérience dans le domaine de la conservation de l'environnement, du genre et du développement au Kenya. En tant qu'interlocuteur au Kenya, elle soutient l'association de conservation pour intégrer le genre. Et en 2017, elle a établi un forum pour les femmes afin de renforcer leurs capacités, notamment en matière de gouvernance et de leadership. Vous êtes la bienvenue et félicitations, Joyce. Joyce, on ne vous entend pas. Pourriez-vous, s'il vous plaît, allumer votre micro? Très bien, merci beaucoup, bienvenue. Merci beaucoup. Merci encore de cette occasion. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Joyce. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je m'appelle Joyce Mbataru, je travaille pour la Kenya Wildlife Conservative Association qui représente plus de 100 communautés au Kenya. Nous travaillons étroitement avec le gouvernement et d'autres parties prenantes pour garantir la conservation en faveur des personnes et de l'environnement. Nous collaborons avec Fauna et Flora International, une organisation basée au Royaume-Uni, avec CARE Kenya, une organisation de développement international, et le centre CREAW au Kenya. Pourquoi nous avons postulé au Challenge Rise? Eh bien, parce que
les problèmes de conservation se sont accrus ces dernières années, notamment face aux conflits, aux pertes d'habitat, qui représentent un grand pourcentage de la faune et la flore au Kenya. Les femmes sont exclues de la gouvernance de l'environnement. Les femmes ont encore du mal à accéder à la conservation. Donc notre organisation considère que ce projet est une occasion pour bâtir un programme de renforcement des capacités et travailler sur le genre et la réduction des obstacles à la conservation. Nous cherchons aussi à les mobiliser, les faire participer aux discussions. Nos expériences d'interaction avec les femmes que vous voyez ici, par exemple, nous ont illustré les problèmes de violence sexiste. Ils entraînent une marginalisation des femmes et c'est une source et un facteur de violence sexiste. Certains des défis sont énumérés ici sur cette diapositive. Diapositive suivante. Donc, les types de violences sexistes se manifestent notamment sur le plan économique, institutionnel et psychologique. Parfois, des interventions visent à promouvoir l'autonomisation économique des femmes, mais peuvent avoir des conséquences physiques et psychologiques. Les femmes bénéficiaires ont signalé des abus, des humiliations de la part de leur mari à cause de leur participation au projet. De plus, les hommes avec lesquels nous avons interagi ont également été menacés, été intimidés pour avoir soutenu leurs femmes. Nous avons vu que notre projet a permis des efforts de conservation plus équitables et plus durables. Pour adresser les sujets que vous voyez ici, nous allons renforcer les capacités et adapter les éléments de care pour faciliter la transformation du personnel et sensibiliser aux normes de genre et de pouvoir. Nous pensons que le genre et les normes de pouvoir font partie du PULS et vont permettre de travailler sur la question du genre. Nous pensons donc que cette méthode va nous permettre d'ouvrir nos esprits et de réfléchir, mener une réflexion sur nous-mêmes. Care Kenya a utilisé cette méthode dans ses programmes pour nous, c'est la première fois que l'on utilise cette méthode et que l'on l'adapte à un contexte de conservation. Nous allons nous concentrer sur le renforcement des capacités en matière de genre et ensuite, une formation sera dispensée au personnel de différentes organisations pour identifier des obstacles à l'égalité des genres. Nous allons également mener des audits du programme, notamment pour mettre à jour notre stratégie en matière de violence sexiste et nous allons travailler avec d'autres organisations pour mettre en place une politique de sauvegarde. Nous allons également déployer des formations auprès de différentes associations que nous avons sélectionnées
pour travailler sur la question de la transformation. Nous prévoyons aussi d'organiser un forum sur des leaders masculins et les pousser à réfléchir à leurs propres valeurs et à la prévention des violences sexistes dans leur travail. Nous espérons développer une méthode de prévention des violences sexistes. Et pour terminer, nous espérons que d'ici le terme de ce projet, les capacités institutionnelles seront renforcées, que nous pourrons mener des initiatives pour prévenir et réduire les violences sexistes. Nous allons sensibiliser pour encourager à une prise de conscience des valeurs. Et ce projet va également promouvoir la conservation communautaire. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté. Merci Joyce. Excellente présentation. Et vous avez soulevé des points très importants. Vous avez évoqué les principales conclusions de nos recherches que nous avons constatées systématiquement, notamment les liens entre les organisations de développement et les communautés. Dans les différentes régions, les discriminations sexistes est un des facteurs qui influencent le travail sur l'environnement et les lieux de travail. Souvent, c'est fondé sur des hypothèses en matière de capacité qui affectent les rôles, les perspectives, la paix et la sécurité au travail. Nos recherches ont montré que des femmes sont exclues de certains postes parce qu'elles ne sont pas assez fortes pour faire face à des situations précises. La discrimination sexuelle et le harcèlement sexuel, les abus sur le lieu de travail, notamment dans les secteurs liés à l'environnement, sont une réalité. On va prendre ici l'exemple du Mexique. Des femmes volontaires ont été harcelées par des superviseurs et n'ont pas dénoncé des abus par peur des représailles. Il faut donc changer les comportements grâce à des politiques et des sauvegardes. C'est urgent et c'est une condition préalable à des lieux de travail sûrs. Les organisations environnementales doivent en tenir compte et leur prise de conscience augmente. Wild Act au Vietnam va travailler sur l'élaboration d'un programme de sauvegarde et de politique pour autonomiser les femmes et leur permettre de lutter contre les violences sexistes dans des organisations au Vietnam. Je vous présente à présent Monsieur Trong Nguyen, qui est militante et écrivaine. Elle s'est opposée au commerce illégal des espèces de faune et de flore en Asie. Elle a reçu une récompense de Future for Nature. Elle a aussi été reconnue comme une éco-guerrière de moins de 30 ans par Forbes Vietnam. Et maintenant, elle a été reconnue pour sa contribution à la conservation de l'environnement. Elle a aussi été reconnue comme l'une des femmes des personnalités les plus influentes parmi les femmes par différentes sources de presse. Vous avez la parole. Bonjour Kate, bonjour à tous, je suis Trang. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler de mon projet. Je suis vietnamienne. J'ai fondé une organisation à but non lucratif. Nous visons à relever le défi des inégalités et des environnements, du manque de sécurité sur les lieux de travail, tout en conservant l'environnement.
pour mettre en place une politique de lutte contre les violences sexistes qui entravent la conservation de l'environnement et de la biodiversité. Par exemple, l'un de nos programmes, le programme de renforcement des capacités au Vietnam, vise à soutenir la population, notamment les femmes, en leur fournissant une formation professionnelle. Et un jour, j'ai été contactée par l'une des membres féminines qui avait très peur. Elle m'a dit que un membre l'harcelait sexuellement. Elle n'avait reçu aucun soutien de la part de son manager, qui était pourtant sur place et avait assisté à la scène. Elle m'a donc contactée. Et ça, c'est quelque chose qui est normal dans le domaine de la conservation. Elle s'est demandé si elle n'allait pas abandonner ce travail dans la conservation. Nous voulons donc encourager les femmes à participer dans le domaine de la conservation. Mais si l'environnement de travail n'est pas sûr, ils doivent réagir. Les femmes se trouvent confrontées à ce genre de problème dans le domaine de la conservation. Nous avons organisé une enquête à ce sujet. Un grand nombre de participants ont répondu, notamment des femmes, et beaucoup d'entre elles travaillaient dans des ONG internationales. Elles avaient une licence et les conclusions ont été choquantes. 5 sur 6 participantes ont dit qu'elles avaient été déjà harcelées sur leur lieu de travail. Il s'agissait d'harcèlement verbal, mais 5% ont évoqué d'autres types de harcèlement. Beaucoup d'entre elles n'ont pas dit qu'elles étaient harcelées parce qu'elles avaient peur qu'on les blâme pour ce harcèlement, qu'on leur rejette la culpabilité. La majorité du harcèlement se passe sur le terrain, notamment sous l'effet de l'alcool et par des collègues de la même organisation, qu'ils soient des membres avec une ancienneté plus ou moins importante. Nous avons proposé des activités conçues selon différentes phases. Elles contribuent au développement du travail de conservation. Notre enquête nous a permis d'obtenir des données pour développer une méthode fondée sur ces données. Nous sommes reconnaissants envers les organisations d'avoir participé à cette enquête et des guides seront élaborés et nous espérons après cela travailler avec les organisations au cas par cas. Nous proposons également de former des interlocuteurs locaux en matière de questions sexo-spécifiques. C'est très important pour lutter contre le harcèlement de nos collègues de manière professionnelle. Ces personnes vont recevoir un appui immédiat notamment à Care International Vietnam. Les interlocuteurs vont aussi nous permettre de contribuer au processus d'évaluation de notre projet. Les femmes vietnamiennes vont être encouragées à rejoindre notre réseau, ce qui leur permettra d'accéder à un soutien immédiat. Ces dernières années, de nombreux gouvernements ont exigé de réduire les inégalités et d'inclure les femmes dans la mise en œuvre des projets. Mais les ONG participantes se sont arrêtées à associer les femmes dans des projets locaux. Notre projet vise à créer un environnement de travail sûr pour garantir que les femmes
puissent être des leaders environnementaux. Nous considérons qu'il s'agit de la seule solution pour garantir que la cause profonde de ce problème soit extraite. Avoir des femmes à la tête des projets de conservation garantit que les femmes aient également leur voix au chapitre au niveau de la communauté. Elles peuvent ainsi contribuer, apporter leur contribution à la vie de la communauté. Merci. Merci, Trang. C'était très inspirant. Et à présent, nous allons accueillir Taroub Faramand qui va prendre la parole pour modérer la séance de questions-réponses. Elle est experte, présidente fondatrice d'une organisation. Taroub, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous avez la parole. Merci, Kate. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. D'abord, je voudrais féliciter les gagnants. Ça a été un plaisir de vous écouter, d'entendre toutes ces idées sur les programmes à venir. Pour lancer cette discussion, je voudrais vous parler un peu des activités en cours. Ça a été un plaisir pour moi de travailler avec un groupe aussi créatif d'organisations du monde entier. Et nous avons pu, grâce à la plateforme Rise, de créer une communauté puissante, je dois dire, avec laquelle nous partageons des idées, des réflexions. Nous fonctionnons de façon très souple, on partage des outils. Par exemple, Cécilia a parlé d'un outil mis au point par l'organisation. Nous vous attendons avec intérêt d'utiliser ces outils. Nous en avons aussi un que nous avons partagé avec nos collègues. En vous écoutant, confirmer une fois encore qu'il existe des points communs entre des contextes pourtant différents. Je vois que les problèmes sont similaires. Les violences sexistes, la prise de décision, la participation des femmes, les questions qui affectent notre vie de femme. Nous apprécions votre soutien dans vos pays. Je voulais commencer cette séance de questions-réponses en faisant part de mes observations sur les présentations. Il y a quelques semaines, j'ai lu un article sur la violence sexiste en Indonésie. Nous utilisons des produits avec de l'huile de palme et on ne sait pas que les femmes, les hommes sont exposés à des violences, notamment les femmes. Alors merci pour votre travail et j'apprécie que le Challenge Rise puisse présenter ses travaux. Donc ma première question qui vient du public est: comment faites-vous face à la situation de la COVID-19 et comment la COVID-19 a affecté vos communautés? Vous avez mentionné que c'était une super année pour la nature, mais aussi une source d'exacerbation des violences contre les femmes. Jemara, si vous voulez commencer et nous parler du rôle de la COVID-19 sur votre communauté, alors allez-y. Merci. Je vais parler anglais. Donc, à présent, l'Amérique centrale se récupère donc de 2 ouragans lors des 15 derniers jours. Et donc, voilà, c'est quelque chose dont on n'avait pas besoin en plus de la COVID-19. Et on a vu l'impact de la COVID-19
qui a été économique, surtout les gens qui ont des temps si difficiles pour avoir l'accès aux aliments, à l'eau de base, les gens qui ont eu ce temps si dur pour se récupérer. Lorsqu'on a vu les impacts du changement climatique, lorsqu'on a vu par exemple les sécheresses, etc., qui ont eu un impact dans la région. Donc, nous avons vu de quelle façon la pandémie a révélé donc les problèmes qui étaient déjà présents. Les communautés avec lesquelles on travaille au Guatemala, qui se trouvent dans la partie sud du pays et qui sont en risque, en particulier de la COVID. Ils sont déjà vulnérables. Ce sont des communautés déplacées. Ils ont fait l'expérience des sécheresses très extrêmes. Sur comment on a planifié de créer donc notre programme dans ces temps de la COVID-19. Il s'agit de comprendre les défis environnementaux et économiques qui ne peuvent pas être séparés. Et c'était vraiment très bon d'écouter donc les membres de la communauté. C'est si simple que ça. Il faut vraiment écouter. Il faut avoir cette récupération par la communauté, comme je l'ai déjà dit. En Amérique centrale, c'est seulement les gens qui vont aider les gens. Donc voilà, c'était donc la communauté et cette vision pour le futur. Voilà, il y a cette idée de ne pas rentrer. Et donc, on aimerait donc être en contact avec tout le monde et continuer comme ça dans le futur, mais c'est définitivement un temps très difficile pour la région. Nous avons des partenaires incroyables avec qui on peut répondre, donc ce n'est pas la première fois que l'on a donc des activités comme ça. Les gens cherchent à partager davantage leur expérience. Merci, Gemara. J'ai encore une question que l'on a reçue. Quant au ministère, quel ministère ou quel département du ministère au Guatemala, enfin, dans quel ministère vous travaillez? Oh, c'est une bonne question. En ce moment-ci, on explore donc nos partenaires gouvernementaux qui pourraient être donc ces partenaires. Et donc, on vérifie avec plusieurs endroits. Mais en ce moment, on veut être partenaire avec le département de forêt du Guatemala, ainsi qu'avec quelques contacts que l'on a dans le ministère de la Santé. En ce moment-ci, on a eu beaucoup de travail avec des associations indigènes en dehors du gouvernement du Guatemala et les agences les plus proches. Donc, on a le groupe de foresterie pour pouvoir établir un changement et inclure donc les indigènes, les peuples autochtones pour qu'ils aient plus de droits. Et est-ce que vous avez des commentaires à ajouter? C'était un plaisir de vous entendre. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, j'aimerais ajouter que le travail que l'on veut faire avec cette initiative qui va nous diriger vers donc le département de genre du gouvernement et en particulier avec pour les élections municipales des femmes et du commissariat indigène qui se trouve dans différents territoires du Guatemala. Donc, on aimerait avoir un lien et travailler plus amplement et plus étroitement avec ces entités afin que l'État, que le gouvernement puisse prendre en compte les différents besoins internes des femmes indigènes dans les communautés. Parfois, cela est centralisé dans les zones urbaines. Et donc, on peut avoir un rapprochement avec les femmes dans les communautés.
Donc, cela parfois crée une plus grande distance avec les communautés. C'est pour cela que l'on veut se rapprocher du gouvernement pour travailler dans ce domaine-là. Merci beaucoup et on remercie ces commentaires. J'aimerais inviter une autre présentatrice pour discuter sur de quelle façon adresser cela dans la COVID et de quelle façon on va donc mettre en œuvre ces activités lors de la COVID face à ces défis. Puisque nous avons vu en tant que communauté, Chelsea de Calories Project qui est venu ici et qui va parler sur de quelle façon on change pour faire donc ces affaires puisqu'on veut mettre en œuvre ces activités. Cela est beaucoup plus complexe. C'est notre premier sujet. C'est un sujet très difficile de mettre en œuvre. Et après, nous avons la COVID-19 qui est un facteur, une menace. Nous avons beaucoup de leçons qui ont été apprises. Et il y a beaucoup d'éléments que nous serons très heureux de partager avec vous. Maintenant, j'aimerais inviter Cécilia. J'aimerais savoir de quelle façon, Cécilia, dans ton organisation, vous ajustez la mise en œuvre pour faire face aux défis que représentent les restrictions. Merci. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez allumer votre microphone. Oui, mais j'ai déjà allumé mon microphone. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, parfait. La COVID-19 a été un grand défi pour nous tous au Pérou. Il a eu un impact de façon économique dans la communauté où l'on travaille. J'aimerais mentionner que pendant toute l'année, les écoles ont été fermées. Donc, on a eu l'école à la maison. Évidemment, cela diminue les opportunités des femmes pour travailler. Elles doivent rester chez elles. Et comme je l'ai déjà dit, les enfants sont la responsabilité des femmes. Donc, aussi dans la communauté Champuyaco, il y a eu une communication permanente avec les femmes de la communauté et presque toutes les femmes ont été malades, elles ont eu la COVID parce qu'elles ont été en charge, enfin elles ont soigné les personnes malades, donc elles ont été infectées par le virus. C'était des temps très difficiles dans la communauté. Aussi, puisque beaucoup de femmes avaient des maladies préalables, la COVID-19 a empiré la situation. Après quelques mois, probablement des gens qui étaient très malades. La situation était vraiment mauvaise dans la communauté. Maintenant, la situation s'est un peu améliorée. Mais ce qu'on a pensé, avec un projet préalable, on avait un petit groupe de femmes qui avaient augmenté leur capacité en utilisant les technologies pour donc capter ou enregistrer leurs traditions, leurs coutumes en utilisant la technologie, en utilisant l'Internet, etc. Nous pensons que ce groupe de femmes peut commencer ce projet maintenant. Nous avons eu moins de restrictions qu'auparavant, donc nous commençons dans ce domaine, évidemment tout en respectant les règles du gouvernement sur la COVID. Nous pensons que nous pouvons commencer avec ce petit groupe de femmes avec les technologies pour qu'elles puissent se connecter au cas où
on pourrait développer des séances de formation et de commencer ces projets de façon virtuelle. C'est la façon dont nous pensons, nous allons commencer à mettre en œuvre ce projet-là, de cette façon-là, et nous avons confiance sur la durée de ce projet. Nous pensons que nous serons dans un contexte plus favorable et qu'on pourra travailler de la même façon qu'on avait auparavant. Et donc, évidemment, on aurait préféré le faire d'une autre façon. Merci beaucoup, Cecilia. Maintenant, j'aimerais vous inviter à répondre à une des questions que l'on vient de recevoir. Est-ce que les autorités sont en train de travailler pour avoir un environnement plus sûr? Désolée, est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien maintenant. Donc la question est, dans votre opinion, à quel point les autorités compétentes travaillent dans ces contextes, pour les femmes en particulier, mais aussi de quelle façon ils créent un environnement en sécurité pour tous? Puisque les femmes subissent les violences sexuelles, mais est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, développer une réponse sur ce sujet? Merci. Oui, le gouvernement du Vietnam récemment se centre plus sur la violence basée en genre. Le fait qu'il y a eu plusieurs changements, c'est pour souligner qu'il y a des agences et des institutions gouvernementales qui travaillent sur ce sujet-là et qui disent qu'il n'y a pas de harcèlement sexuel. Mais ce que l'on a sur les documents, c'est une chose. Mais les mettre en œuvre toutes ces politiques, c'est une histoire différente. Nous avons quelques exemples. Lorsque nous avons fait des enquêtes en ligne, nous avons enquêté des ONG nationales pour leur demander combien de ces organisations avaient des politiques sur le harcèlement sexuel mises en place. En fait, toutes les organisations globales au Vietnam n'avaient pas ces politiques. Enfin, les nationales n'en avaient pas, mais les internationales en avaient. Par exemple, il y avait des politiques à New York ou en Londres. Donc le bureau à New York ou en Londres avait ces politiques, mais elles n'avaient pas donc ces politiques dans le contexte du Vietnam. Pour cette raison, on essaie d'unir tout le monde et de dire que nous avons ce programme-là et de voir de quelle façon nous avons travaillé là-dessus. C'est aussi une des raisons pour laquelle un de nos partenaires a été invité pour les associations des zones protégées. Et on l'a invité pour qu'il collabore avec nous dans plusieurs webinaires avec plusieurs organisations, puisqu'il puisse participer aussi sur ce sujet-là et pour voir de quelle façon nous allons affronter ce sujet-là. Puisque la loi existe au Vietnam, elle est écrite sur papier, mais puisque cela est établi dans la loi, cela peut être notre soutien. On doit voir ce qui est écrit par le gouvernement. J'espère que cela répond à votre question. Merci beaucoup. J'aimerais faire un commentaire sur votre réponse. J'aimerais dire que ce qui se passe au Vietnam se passe un peu partout. Nous avons tous ces politiques qui ne sont pas opérationnelles. C'est mon premier commentaire. Et après, l'aspect du rapport. Les femmes ne font pas donc ce rapport des harcèlements sexuels puisqu'elles ont honte ou elles ne peuvent pas l'accepter, elles ont peur d'être stigmatisées. Donc, les femmes pourraient subir des violences additionnelles.
et donc de la part des collègues qui pourraient leur dire quelles auront des conséquences. Et donc, il faut aussi réfléchir aux conséquences négatives non attendues. Merci beaucoup. C'était une réponse très élaborée. Maintenant, j'aimerais continuer avec Joyce et j'aimerais vous demander dans votre présentation, vous avez dit que l'on allait travailler dans l'influence sur les politiques de discussion, ce qui est aussi très important aussi pour souligner ce qui a déjà été mentionné, l'importance de la collaboration à travers les différents secteurs. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, développer une réponse sur le rôle des hommes que vous avez mentionné, que vous allez travailler avec des hommes pour qu'ils puissent soutenir davantage les activités que vous mettez en œuvre? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre là-dessus? Merci. Quant à la discussion sur les politiques KWCA au niveau national, en tant qu'une organisation de la communauté, nous avons eu l'influence sur la conservation des politiques pour la conservation de la communauté, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y a une structure qui peut avoir une influence sur d'autres aspects de développement. Évidemment, l'un parmi eux, c'est le genre, le problème de l'accès et le contrôle des ressources naturelles est un problème clé au Kenya, où il y a moins de 2% ou 1% au Kenya, et cela a une grande influence sur les discussions. Donc pour nous, nous pensons, puisque nous participons dans les différentes politiques de discussion sur le genre, on aimerait parler sur cette expérience et on aimerait voir de quelle façon inclure les femmes dans les sujets en liaison avec la terre pour nous assurer que les femmes soient incluses aussi dans ces sujets pour voir que les femmes fassent partie donc de ce consensus et que parce que le Kenya n'a pas beaucoup de politiques qui sont basées sur le genre, peut-être qu'elles sont sur le papier, mais pour les mettre en œuvre, on a beaucoup de retard. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas de connaissances sur ces politiques. Évidemment, elles seront laissées de côté. Donc, notre mission est de s'assurer de pouvoir mettre en œuvre ces projets qui incluent les hommes et les femmes pour discussion sur l'importance de chacune des politiques sur le rôle des femmes. Comme je l'ai déjà dit avant, la prise de décision sur la conservation, sur la propriété et évidemment, on invite donc les hommes et les propriétaires de terre au Kenya. Nous pensons que cela sera très important pour nous afin de pouvoir commencer la discussion avec eux dans ce processus. Nous voulons utiliser donc cela dans ce processus pour pouvoir refléter tout cela. On aimerait avoir cette approche qui soit plus lente en termes de partager l'information, mais aussi pour voir de quelle façon nous pouvons commencer lentement. Nous planifions de faire cela d'une façon qu'ils sentent que nous ne sommes pas en train de démoniser les hommes et nous voulons qu'ils fassent partie de cette conversation. Donc, on ne l'a pas fait auparavant et en fait, une majorité de nos réunions sont dominées donc par la présence des hommes pour les raisons que j'ai déjà mentionnées, mais on veut travailler avec notre partenaire qui est à Kenya et le Centre pour la sensibilisation afin de pouvoir faciliter ces discussions puisqu'ils ont déjà l'expérience de faire participer les hommes et les enfants et de voir de quelle façon cette conversation peuvent diriger à partir des conversations que l'on a eues
auparavant pour avoir la participation des hommes et pour que les femmes n'aient pas des contre-coups pour avoir parlé sur ces sujets de genre. Merci beaucoup. Donc, on apprend beaucoup de votre part. On apprend beaucoup de tous parmi vous. Et donc, la collaboration va amplifier le travail que l'on fait. Nous sommes vraiment très enthousiastes. J'aimerais remercier les organisateurs de cette session. J'aimerais aussi vous remercier, vous tous, pour, puisqu'on a pu connaître des leaders formidables dans ce secteur. Et donc, on verra la différence dans les mois à venir. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez l'inclure dans le chat. Et Kit, on retourne avec toi. Merci beaucoup. On a vraiment la chance d'avoir cette compagnie de ces différents projets. On pourra continuer notre apprentissage et pouvoir avoir la mise en œuvre. Donc, va continuer ces séries de webinaires à travers les années à venir. J'aimerais vous partager quelques mises à jour de notre côté. Ces publications que l'on a lancées cette année-ci est maintenant disponible dans 3 langues. Nous l'avons aussi en espagnol et nous avons aujourd'hui la version en français. De cette façon, nous pouvons répandre donc ces informations et on espère qu'elles soient lues dans plusieurs endroits du monde et on espère aussi pouvoir les traduire dans d'autres langues aussi. Nous avons eu un effort de pouvoir centrer l'attention sur la meilleure compréhension et de quelle façon affronter ces problèmes interliés. On a dit qu'on peut aller dans un endroit pour avoir accès à l'information, des outils et le soutien technique. Pour cette raison, nous avons un centre, c'est un site web, c'est le centre pour le genre. Et donc là, vous pouvez trouver des graphiques, des images, des informations, toutes les ressources qui sont disponibles pour cette communauté, pour avoir donc plus de pratique sur ces thématiques. Vous pouvez demander de l'aide technique aussi. Nous avons souligné par exemple la 2e édition de notre note d'information sur la violence basée en genre et sur le lien de l'environnement lors de la COVID-19. Ici, nous avons donc le contexte de la COVID-19 et les différentes recommandations avec donc différentes informations sur les donateurs qui pourraient prendre en compte les différentes suggestions. Donc, nous l'avons publié en 3 langues. Nous avons de nouveaux outils qui croissent évidemment pour l'année prochaine. Et en 2021, nous aurons donc ces informations pour ceux qui prennent les décisions comme un exemple. Avant de donner la parole à ma collègue de USAID, j'aimerais faire quelques commentaires pour remercier. J'aimerais reconnaître et remercier Chelsea Kilser de Catalyst, qui a été la coordinatrice, qui a fait un travail incroyable et pour soutenir donc les bénéficiaires et nous soutenir nous aussi pendant qu'on apprenait de la part de ce projet. Elle a toujours été ici avec nous pour sa collaboration. Maintenant, je vois plusieurs personnes d'entre vous qui sont dans la ligne, donc s'il vous plaît, aidez-nous à apprendre de façon continue à travers ce processus. Nous avons quelques questions pour vous. La première, est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui? S'il vous plaît, si vous avez appris quelque chose, dites-nous de quelle façon vous avez considéré vos apprentissages dans une escale de 1 à 10. 1, ça veut dire que vous n'avez rien appris. Pardon, et 5, ça veut dire que vous avez appris beaucoup de choses et que c'est une source de connaissances très importante pour d'autres personnes. Nous allons vous donner quelques secondes pour que vous puissiez répondre à cette enquête. Je ne sais pas si vous pouvez tous voir cette réponse, mais je peux certainement les voir. Maintenant, nous avons 2, 3, 5 réponses. Voilà, je suis très enthousiaste. 3 et 4, d'accord, c'est bien. C'est bien, merci tout le monde. Excellent. Très bien, merci beaucoup. C'était un changement
Très important. Maintenant, nous avons une deuxième question. C'est la première question. Est-ce qu'on peut aller vers la deuxième question, s'il vous plaît? Pensez-vous que les connaissances partagées lors de ce webinaire peuvent être appliquées à votre travail? Lorsque je ferme cet écran, s'il vous plaît, revenez à vos conversations, à vos emails. Est-ce que vous pensez que vous avez appris des choses que vous pourriez mettre en œuvre dans votre travail aujourd'hui? D'accord, pour l'instant, nous avons un 100% de oui. C'est une très bonne façon de commencer. Merci. D'accord, il y a des personnes, quelques personnes qui disent non. Bon, merci pour vos commentaires si sincères. Merci beaucoup. On vous remercie pour votre participation. Encore une fois, avec des remerciements énormes pour USAID et pour son investissement dans cette thématique, pour sa collaboration. Nous vous remercions vraiment comme partenaire dans cette trajectoire. Nous avons l'honneur de donner la parole à ma collègue Janice Moe de l'USAID pour ses commentaires de conclusion. Merci beaucoup, Jamie. D'accord, merci beaucoup. Je m'appelle Jamie Small et donc je suis une conseillère pour la violence basée en genre et pour l'équité de genre chez USAID. Au nom de notre équipe à Washington, je vous remercie pour votre engagement contre la violence basée en genre. Cette collaboration entre la USCN et l'USAID représente le travail que l'on fait quant à la violence de genre. C'est vraiment un travail que l'on fait pour situer la violence basée en genre et pour l'établir dans un contexte sociologique. Nous savons que ce cadre est essentiel pour nos travaux de prévention de cette violence aux alentours du monde. Et nous savons que c'est très difficile de la mettre en œuvre en pratique. Une chose, c'est reconnaître les violences interpersonnelles qui sont influencées et accélérées par le contexte plus ample d'autant de façons, mais c'est toute une autre chose de se rendre compte de quelle façon l'intégrer ou faire que les individus et les différents contextes puissent en être conscients. Nous avons donc cette curiosité pour savoir de quelle façon ça fonctionne et on veut que le monde fonctionne de façon différente. À présent, nous avons toutes ces données et cet engagement quant à l'égalité de genre plus que jamais. Surtout lors de cette pandémie mondiale de la COVID-19. Nous avons eu les différentes informations, donc malheureusement, et on est presque sûr que les effets négatifs de cette pandémie vont réverbérer pendant un certain temps. L'exacerbation qui existait déjà sur les inégalités. Et maintenant, on a vu cette quarantaine étendue et les différentes mesures qui ont créé cette pression sociale qui augmente donc la violence de la part du couple, enfin du partenaire, l'exploitation sexuelle et d'autres types de violences, ainsi que le trafic de personnes. Je pourrais continuer avec différentes données de la pandémie, mais je pense que vous connaissez ces données déjà. On pourra le garder pour un autre jour, pour un autre webinaire, mais j'aimerais vous dire que nous nous trouvons dans un temps difficile. Mais c'est aussi un temps très important, c'est un moment de la crise, même avec les pertes terribles qui nous offre aussi cette opportunité de réfléchir. C'est un moment de doubler nos efforts et de pouvoir surmonter le travail que nous avons en face de nous et de continuer à travailler pour améliorer nos pratiques. Je sais que j'ai hâte de voir comment ça fonctionne, mais les bénéficiaires originels et les nouveaux bénéficiaires vont continuer à travailler. Donc, merci au leadership de
IUCN et USAID et à tous les bénéficiaires qui se trouvent dans les lignes de front pour faire ce travail fantastique. Ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le chemin correct. Tous les jours, nous imaginons un monde meilleur, durable et juste pour nos enfants. Donc, on vous remercie de tout votre travail. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais donc retourner avec l'USAID. Merci beaucoup, c'est vraiment le chemin correct. Merci beaucoup, merci à tous les participants, tous les panélistes. Merci beaucoup d'avoir eu ce temps avec nous. Donc, vous pouvez visiter notre site web. On va mettre le lien sur l'écran. Voilà, nous avons tous les liens dans toutes ces sections du panel de contrôle. Donc, nous aurons ce webinaire en 3 langues. Donc, s'il vous plaît, partagez les outils, partagez-nous vos questions. On essaiera de répondre à ces questions comme on pourra afin de pouvoir faire face à ces problèmes. Donc, merci beaucoup tout le monde et s'il vous plaît, restez en sécurité. Au revoir.